On a vu les détresses circulatoires, les détresses respiratoires, la détresse neurologique. Là, on va attaquer le métabolique. Et quand il s'agit de métabolique, le plus important, c'est que je vous parle des dysnatrémies et des dyskalimies. Parce que ce sont, s'agissant de dysnatrémie et de dyskalémie, il s'agit des deux ions les plus importants qui régissent en quelque sorte l'activité de nos différentes cellules. Et quand on parle de dysnatrémie, on parle obligatoirement de 10 DY, 10 hydratation, parce que l'eau et le sodium vont ensemble. Vous le savez ça. Donc quand on parle de sodium, on parle obligatoirement d'eau. Quand on parle de compartiment hydrique, eh ben, on parle obligatoirement de sodium parce que leurs mouvements sont couplés. Je parle du sodium et de l'eau. D'accord? Donc le premier cours s'intitule « Les troubles de l'hydratation et les dysnatrémies ». Alors, on va voir ce que c'est que l'équation d'Edelman. Vous la connaissez celle-ci, l'équation d'Edelman, c'est-à-dire l'équation qui régit l'anatrémie, celle qui nous dit ce qu'est l'anatrémie. Alors l'anatrémie, c'est le sodium échangeable, plus le potassium échangeable. Échangeable parce qu'il y a du sodium et du potassium qui sont fixés sur des tissus et qui ne contribuent pas au mouvement de l'eau notamment, sur l'eau totale. C'est pour cela que je dis que sodium et eau, ça va ensemble. Le potassium échangeable, ça n'est pas négligeable, mais disons que ça n'est pas très important. C'est pour cela que quand j'aborderai les dysnatrémies à proprement parler, je vais exclure le potassium échangeable. On va voir à partir de cette équation d'Edelman quels sont les mécanismes des dysnatrémies. Comment est-ce que les dysnatrémies se font? Après, on verra que sont les manifestations cliniques et biologiques des troubles de l'hydratation et des dysnatrémies, comment les corriger et comment donc les traiter. Voilà. Et on aborde tout de suite les hyponatrémies. Alors les hyponatrémies, c'est quand l'anatrémie est inférieure à 135 millimoles par litre. Millimoles ou milliéquivalents par litre. Vous connaissez la différence? Quand il s'agit d'ions monovalents, la millimole, c'est le milliéquivalent. Quand il s'agit d'ions divalents comme le calcium, eh ben, la millimole, c'est 2 milliéquivalents. Plutôt l'inverse. C'est l'inverse. Alors quand on parle d'hyponatrémie, il faut tout de suite exclure ce que sont les fausses hyponatrémies. L'hyponatrémie n'a de conséquences, n'a de répercussions sur l'organisme que quand elle s'accompagne d'une hypoosmolarité ou d'une hypoosmolalité. Vous savez ce que c'est que, vous devez avoir des souvenirs qui remontent à quelques années, n'est-ce pas, quand on vous a enseigné ça. Parce qu'en fait, ce qui nous importe, ce n'est pas tellement l'anatrémie, mais c'est l'osmolarité. Il se trouve que l'anatrémie conditionne le gros de l'osmolarité. C'est le principal élément qui contribue à l'osmolarité. C'est pour cela qu'on associe les deux. C'est pour cela que quand on parle d'osmolarité, on parle surtout de sodium. Mais il y a des situations, par exemple d'hyperglycémie très importante, qui font que, même si l'anatrémie est basse, le surplus d'osmolarité apporté par le glucose fait que l'osmolarité est normale. Ça, c'est une fausse hyponatrémie. Et donc, si vous avez un sodium, par exemple, à 125, et qu'à côté, vous avez une glycémie à 10 grammes, eh ben, le malade a certes une hyponatrémie, mais il n'a pas une hypoosmolarité. Et donc, il ne manifestera pas les conséquences de son hyponatrémie, parce que la glycémie compense le reste. C'est le cas aussi des grandes hyperprotéidémies. Pas quand le taux de protéines est à 80, quand il est à 120, quand il a 130 grammes par litre, comme dans les dysprotéinémies, la maladie de Kahler, de myélome multiple, la maladie de Waldenström. Ça, c'est des situations qui font qu'on a énormément de protéines dans le sang. Et comme ce qui nous importe par rapport à l'osmolarité, c'est plutôt l'osmolalité, eh bien, l'anatrémie est basse, mais l'osmolalité n'est pas basse. L'osmolalité, c'est quoi? C'est le nombre de milliosmoles, pas par
de sang, mais par litre d'eau. Or, s'il y a beaucoup de protides dans le sang, eh bien, ces protides vont occuper de l'espace. Et donc la natrémie va être basse, parce que la natrémie, c'est le nombre de milliosmoles par litre de plasma. Mais si on rapporte ça au litre d'eau, et que le taux de protides est très élevé, eh bien, la natrémie se retrouve, enfin l'osmolalité va se retrouver normale. Vous avez compris ça? Ça n'a pas beaucoup d'impact en pathologie, parce qu'il est rare qu'on ait des hyperprotéidémies à 130 ou à 120 grammes. L'osmolalité normale, c'est ce que vous avez devant vous. Vous savez ce que c'est que l'osmolalité, vous avez compris. L'osmolalité, c'est le nombre de milliosmoles par litre d'eau. L'osmolarité, c'est le nombre de milliosmoles par litre de plasma. D'accord? Donc si on rapporte le nombre de milliosmoles au litre d'eau, en sachant que dans le plasma, il n'y a pas un litre d'eau, puisque beaucoup d'espace est occupé par un taux de protides très élevé, et bien l'osmolarité peut être basse, mais l'osmolalité, elle, est normale. Ce qui nous importe le plus par rapport aux fausses hyponatrémies, c'est la glycémie. Parce que les hyperglycémies, on en a malheureusement beaucoup, hein, chez les diabétiques décompensés notamment. Et donc quand vous avez une hyperglycémie très importante et que vous voulez corriger votre natrémie, vous avez une natrémie par exemple à 130, et vous avez un taux de glucose à 7. Vous parlerez de fausse hyponatrémie, et si vous voulez avoir la vraie natrémie, ben vous allez faire glycémie moins 1 fois 1,6. Glycémie à 7, vous faites 7 moins 1, ça veut dire 6. 6 fois 1,6, ça vous fait à peu près 10. Donc si votre natrémie est à 130, eh ben, vous la corrigez à 140. Donc, il n'y a pas à proprement parler d'hyponatrémie. Alors une fois qu'on a dit ça, quelles vont être les causes des hyponatrémies? Eh bien, la première cause, c'est quand il y a une perte hydrosodée, mais que le malade perd beaucoup plus de sodium que d'eau. Ça, c'est l'équation d'Edelman simplifiée, de laquelle on a enlevé le potassium échangeable. D'accord? Donc, quand on perd de l'eau et du sodium, et qu'on perd plus de sodium que d'eau, forcément que la natrémie va être basse. Et par quel moyen, ou par quel émonctoire, on va perdre de l'eau et du sodium? On va perdre de l'eau et du sodium par voie extra-rénale. On perd généralement de l'eau et du sodium soit par voie rénale, soit par voie digestive. En gros, il est rare que ce soit par voie cutanée. Par exemple, dans les brûlures graves, donc quand le malade transpire énormément, hein, dans une atmosphère très très chaude. Donc vous avez les pertes extra-rénales, c'est-à-dire en gros digestives. Comment est-ce qu'on va savoir que les pertes hydrosodées sont extra-rénales? C'est par la mesure de la natriurèse, du sodium urinaire. Quand quelqu'un perd de l'eau et du sodium, il se met en hypovolémie, il se met en hyponatrémie, n'est-ce pas? Et ça, ce sont des stimulants d'une hormone qui s'appelle l'aldostérone. Le malade se retrouve en hyperaldostéronisme secondaire. L'hyperaldostéronisme secondaire va avoir comme conséquence quoi? Une rétention d'eau et de sodium et une excrétion de potassium. Donc dans les urines, nous aurons peu de sodium, mais nous aurons beaucoup de potassium. Nous aurons donc une natriurèse basse et nous aurons un rapport sodium sur potassium inversé. Normalement, dans les urines, il y a plus de sodium que de potassium. Mais dans l'hyperaldostéronisme secondaire, le rapport sur sodium sur potassium s'inverse. Parce qu'on excrète beaucoup de potassium et on retient le sodium. Alors les pertes extra-rénales, c'est les pertes digestives, les malades qui vomissent, syndrome occlusif par exemple, c'est les diarrhées, c'est les fistules digestives. Et puis c'est les pertes cutanées rarement, dans le cas de brûlures graves, dans le cas de sueur intense, coup de chaleur, etc. Alors, les pertes rénales, dans les pertes rénales, le malade va faire une polyurie en quelque sorte. Il va perdre beaucoup d'eau, mais il va perdre aussi beaucoup de sodium. Donc la natriurèse va être élevée. Et quand est-ce qu'on perd de l'eau et du sodium par voie rénale? C'est quand on met le malade sous diurétique, sous l'azilix par exemple. C'est quand on a une néphropathie tubulaire. Quand il y a une atteinte tubulaire au niveau du rein, nous avons en gros les glomérules qui filtrent et nous avons les tubules qui résorbent.
ben, quand il y a une atteinte tubulaire, ben, les tubules se retrouvent dans l'impossibilité de résorber du sodium et de l'eau, et ça va dans les urines. L'insuffisance surrénalienne aiguë. Dans l'insuffisance surrénalienne aiguë, l'insuffisance surrénalienne aiguë, c'est l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'hyperaldostéronisme secondaire. Quand il y a une insuffisance surrénalienne aiguë, il y a un hypoaldostéronisme. Et donc, par conséquent, le malade ne va pas retenir son eau et ne va pas retenir son sodium, mais ça va fuir. Alors, quand nous avons des tableaux pareils, c'est-à-dire une perte d'eau et de sodium, que ce soit par voie rénale ou par voie extra-rénale, ben le malade va avoir des signes cliniques et biologiques de déshydratation extracellulaire. C'est normal puisqu'il a perdu de l'eau. Alors ces signes, vous les connaissez. Hein. C'est des signes d'hypovolémie associés à autre chose. Mais quand on a une hypovolémie, on fait une tachycardie. On a un traitement de la différentielle. À cause de l'intervention du mécanisme compensateur, le système essentiellement de l'adrénaline et de la noradrénaline. On aura un pli cutané persistant. Vous avez déjà vu un pli. Normalement, quand vous pincez la peau ici, la peau est tonique. Donc, vous n'avez pas de pli qui persiste. Mais quand il y a une déshydratation, vous pincez la peau et elle reste plissée, ici ou là. Vous avez une hypotonie des globes oculaires, donc les globes oculaires qui vont en quelque sorte rentrer. Et sur le plan biologique, vous aurez des signes dits d'hémoconcentration. Puisqu'il n'y a pas suffisamment d'eau, ben les éléments qu'on a dans le sang vont être concentrés. C'est l'hématocrite élevé. L'hématocrite qui normalement ne dépasse pas 50 va être à 55, à 60. C'est la protidémie qui va s'élever. Au lieu d'avoir 70, ben on va avoir 90, 80. C'est l'azotémie qui s'élève, le taux d'urée dans le sang qui va s'élever. D'ailleurs, quand il y a un taux d'urée élevé, ben, dans ce cadre-là, on parle d'insuffisance rénale fonctionnelle. Hein. Ce n'est pas que les reins sont défaillants. Au contraire, les reins ici, ils fonctionnent très bien. Ils fonctionnent très bien parce que ils ont pour objectif de retenir le maximum d'eau et le maximum de sodium. Donc les fonctions tubulaires dans ce cadre-là, quand c'est des pertes extradigestives, elles sont exagérées. On parle d'insuffisance rénale fonctionnelle quand le taux d'urée est élevé. Alors, je ne sais pas à vous que je l'ai dit, dès lors que vous avez une hyponatrémie, qu'est-ce qui va se passer au niveau des échanges entre la cellule et le secteur extracellulaire? Il y aura une rentrée de l'eau à l'intérieur de la cellule pour rétablir l'anatrémie. C'est pour ça que je vous ai dit l'eau et le sodium, ça va ensemble. Donc quand il y a une hyponatrémie, l'eau va rentrer. Quand il y a une hypernatrémie, l'eau va sortir pour établir un équilibre. Parce que le passage transmembranaire se fait à la faveur d'un gradient osmotique. Là où il y a le plus d'osmol, il y aura un appel d'eau. Là où il y a le moins d'osmol, et donc de sodium, il y aura une sortie de l'eau. Enfin, il y aura un passage de l'eau de l'autre côté. D'accord? Et donc, dans les situations d'hyponatrémie, ce que nous aurons comme manifestation, ce sont des manifestations d'hyperhydratation intracellulaire. Les signes que j'ai relatés tout à l'heure sont des signes de déshydratation extracellulaire. Mais les vrais signes de l'hyponatrémie sont ceux de l'hyperhydratation intracellulaire, puisque l'eau va rentrer dans les cellules. Et les signes de l'hyperhydratation intracellulaire sont ceux que nous appelons communément signes d'hyponatrémie. Alors les premiers, c'est des signes digestifs. C'est les nausées, c'est les vomissements, c'est les dégoûts pour l'eau. Ça, c'est important parce que quand quelqu'un se déshydrate et qu'il fait une hyponatrémie, ben normalement, on doit s'attendre à ce qu'il boive beaucoup d'eau pour rétablir sa déshydratation. Mais malheureusement, comme l'hyponatrémie est responsable des signes digestifs, eh ben les malades, même quand ils sont jeunes, ne boivent même plus. Et donc ça aggrave leur situation de déshydratation. À un degré de plus, apparaissent les troubles neurologiques et ce sont ceux-là qui vont conditionner la gravité des hyponatrémies. Donc quand je vous poserai la question « Quels sont les signes de gravité de l'hyponatrémie ?», vous devez me répondre ça. Ça peut être une question d'examen. Parce que c'est ce que je veux que vous reteniez le plus par rapport à la gravité d'une hyponatrémie. La gravité d'une hyponatrémie, c'est moins le chiffre de l'anatrémie que les troubles neurologiques.
Il arrive que, avec une natrémie à moins de 120 millimoles par litre, ce qui définit sur le plan biologique une hyponatrémie sévère, il arrive qu'à moins de 120, le malade n'ait rien. Pourquoi? Parce que l'hyponatrémie s'est faite sur une longue durée. L'hyponatrémie, elle est sévère quand elle se fait de façon brutale. Et il arrive aussi qu'une hyponatrémie à 130, parce qu'elle s'est faite de façon rapide, eh bien, soit responsable de troubles neurologiques. Donc, sur le plan biologique, ça n'est pas grave, mais sur le plan clinique, c'est grave. Donc, ce qui nous importe, nous, c'est les conséquences neurologiques. Et ce sont ces conséquences-là qui vont caractériser la gravité de l'hyponatrémie. Donc, quels sont les signes de gravité de l'hyponatrémie? Vous allez me répondre les signes neurologiques, obnubilation, confusion, myoclonie, convulsion, jusqu'au coma. D'ailleurs, hier, quand je vous ai parlé des comas, je vous ai dit que l'un des principaux comas métaboliques, c'est le coma qui est dû à l'hyponatrémie. Voilà. Donc ça, c'est l'hyponatrémie par perte hydrosodée, mais avec une perte beaucoup plus sodée qu'hydrique. Voilà, beaucoup plus. Voilà, c'est ça, donc ça donne l'hyponatrémie. Vous avez le deuxième type d'hyponatrémie, c'est l'hyponatrémie par rétention hydrique. Il y a des malades qui vont retenir de l'eau. Voilà, ils vont retenir de l'eau, et comme le sodium reste tel quel, eh ben, l'hyponatrémie s'installe. Ça se voit chez les gens qui boivent beaucoup d'eau, les potomaniaques. Les potomaniaques, vous savez ce que c'est que la potomanie? C'est un trouble psychiatrique qui fait que ceux qui en sont porteurs boivent de l'eau. Alors normalement, vous et moi, on peut boire jusqu'à 15 litres d'eau, il ne nous arrive rien. On peut boire 15 litres d'eau par jour, on élimine cette eau et on ne fait pas d'hyponatrémie. Au-delà de 15 litres d'eau, on risque de faire une hyponatrémie. Nous tous. Les potomaniaques, eux, ils ne boivent pas 15 litres, ils boivent 20 litres, 30 litres. Eh bien, moyennant quoi, ils peuvent faire une hyponatrémie. Et puis il y a le syndrome des buveurs de bière. Il y a des gens qui boivent beaucoup de bière. Voilà. Vous pouvez oublier le myxœdème, vous savez ce que c'est? C'est le stade, j'allais dire, ultime de l'hypothyroïdie. Vous avez ce qu'on appelle le TURP syndrome. Vous avez été en urologie, en stage. Vous avez vu qu'en urologie, quand on veut réséquer un adénome de la prostate, on le fait par voie transurétrale. Et pendant que l'urologue résèque, il y a une irrigation qui se fait. L'irrigation, on l'a fait avec quoi? On l'a fait avec le glycocol, qui est un soluté hypotonique. Alors quand l'urologue résèque, ben, il ouvre des sinus veineux. Ben, le glucocol en irrigation, il peut rentrer dans les sinus veineux, dans les veines. Ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et ben, si l'urologue tarde, parce que l'adénome est gros, et qu'au lieu qu'on irrigue une poche de 3 litres, on se retrouve en train d'irriguer 2 poches, 3 poches, voire même plus, parce que ça a duré longtemps, et ben, on peut faire ce qu'on appelle un TURP syndrome, qui est un syndrome grave, dont les stigmates, dont les signes sont exclusivement ceux d'une hyperhydratation intracellulaire et ceux d'une hyponatrémie. Voilà. Les plus graves hyponatrémies que moi j'ai vues dans mon exercice, c'est des hyponatrémies que j'ai constatées dans le cadre du TURP syndrome. TURP, ça veut dire Transurethral Resection Prostate Syndrome. Voilà. Le syndrome de la résection transurétrale de la prostate. Et puis vous avez la plus grande cause des hyponatrémies qui soit. En termes de fréquence, la plupart des hyponatrémies sont dues à ce qu'on appelle une sécrétion inappropriée d'ADH. L'ADH, c'est l'hormone antidiurétique. Vous savez que l'hormone antidiurétique, c'est la principale hormone qui régule les mouvements d'eau, le bilan hydrique. C'est une hormone qui est sécrétée par l'hypothalamus et qui nous sert à retenir l'eau quand on en a besoin. Eh bien, on a besoin d'eau quand le malade est en hyperosmolarité. Voilà le principal stimulant de la sécrétion d'ADH, l'hyperosmolarité. Le deuxième stimulant physiologique de l'ADH, c'est l'hypovolémie. Donc, quand on est en hypovolémie et quand on est en hyperosmolarité, on sécrète de l'ADH pour retenir de l'eau, pour corriger l'hyperosmolarité et l'hypovolémie. On appelle ça une sécrétion appropriée d'ADH. Elle est appropriée parce qu'elle obéit à des stimuli physiologiques. Il y a, à contrario, des situations de sécrétion inappropriée d'ADH, c'est-à-dire sans que le malade ne soit en hyperosmolarité ou en hypovolémie, il sécrète quand même de l'ADH. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve
très souvent à l'hôpital, en chirurgie par exemple, en post-opératoire, et vous avez beaucoup de médicaments qui sont responsables d'une sécrétion inappropriée d'ADH, dont l'endoxan, dont je vous ai parlé hier. D'accord? Alors, dans ce cas, le secteur extracellulaire est cliniquement et biologiquement normal, c'est-à-dire qu'on n'a pas de signe de déshydratation, et on a une natriurèse qui est élevée. Donc on n'a pas de signe de déshydratation, on n'a pas de signe non plus d'hyperhydratation, c'est-à-dire les œdèmes en gros. Et on a une natriurèse qui est élevée, c'est-à-dire supérieure à 20 millimoles par litre. La troisième situation d'hyponatrémie,